Après avoir demandé le divorce, j'ai cessé de financer la famille de mon ex-mari sans la moindre hésitation. Mais le jour où il a emmené sa maîtresse chez le médecin et découvert que le bébé n'était même pas le sien, l'effondrement a laissé la famille sans voix. Quiconque veut élever l'enfant peut le payer lui-même, ai-je dit. La phrase est sortie assez fort pour faire taire tout le cabinet d'avocats. Même l'avocat de mon ex-mari a levé les yeux comme s'il ne pouvait pas croire que la femme qui avait tranquillement accepté tout pendant les 3 dernières années de mariage oserait dire quelque chose comme ça. Je m'appelle Clarisse et j'ai 34 ans. C'est la première année que j'ai décidé d'arrêter d'être la bonne personne aux yeux de tous et de commencer à être juste envers moi-même. En face de moi se trouvait Théo, mon ex-mari, un homme avec qui j'avais cru passer le reste de ma vie. Il était assis, les jambes croisées, l'air totalement ennuyé, comme si notre divorce était une course triviale qu'il devait simplement signer avant de se précipiter vers des affaires plus importantes. Il n'y avait pas un soupçon de regret dans ses yeux, seulement de l'agacement que je ne signe pas l'accord que sa famille avait préparé. Les termes étaient simples dans leur esprit. Je devais céder la garde complète de notre fils de 5 ans, Léo, à sa famille parce que l'héritier de la famille, disait-il, devait rester avec la famille. En retour, on s'attendait toujours à ce que je couvre la moitié des dépenses de Léo, les frais de scolarité de son école privée prestigieuse, le salaire de la nounou, son assurance maladie et tous les coûts spéciaux. Et ce n'était pas moi qui avais eu l'aventure. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Mais la famille de Théo n'y a jamais vu le moindre problème. Pour eux, j'étais la belle-fille issue d'une famille de classe moyenne. Même si, au moment de notre mariage, j'étais vice-présidente des finances dans une grande société d'investissement immobilier avec un salaire double de celui de Théo, aux yeux de ma belle-mère, j'étais juste une fille chanceuse qui avait épousé une bonne famille. Peu de temps après le mariage, j'ai appris ce qu'était réellement cette bonne famille. Un manoir luxueux à l'extérieur, mais rempli de contrôle, de condescendance et d'un talent pour transférer chaque fardeau sur quelqu'un d'autre. Théo était le fils unique, élevé pour être complètement gâté. Il obtenait tout ce qu'il voulait. Quand ses 2 entreprises échouaient, ses parents étaient toujours là pour le renflouer. Je suis devenu le pilier financier que personne ne reconnaissait, mais que tout le monde exploitait discrètement. J'ai aidé à rembourser la dette de sa galerie de meubles haut de gamme. J'ai aidé avec les paiements hypothécaires d'un appartement qu'il prétendait être une propriété d'investissement. J'ai couvert les frais médicaux de ma belle-mère lorsqu'elle était malade. J'ai payé le salaire du chauffeur de la famille. Même les frais de scolarité pour le tutorat privé de la fille de sa sœur m'ont finalement été transférés parce que, Clarisse est la plus aisée. À l'époque, je pensais qu'aider était la façon de construire une famille. Maintenant, je sais que je ne faisais que financer tout un foyer jusqu'à ce qu'il pense que c'était mon devoir. Le jour où j'ai découvert que Théo avait une autre femme, tout s'est brisé en une seule nuit. Ce n'était pas seulement de doux messages ou une photo d'eux ensemble. C'était une confirmation de rendez-vous d'un gynécologue-obstétricien réputé. Il ne me trompait pas seulement. Il allait avoir un bébé avec sa maîtresse. Quand je l'ai confronté, Théo n'a même pas eu la décence d'avoir l'air coupable. Il a juste soupiré et a dit, « Eh bien, on en est là. Il vaut mieux qu'on se sépare. Ma mère peut élever Léo, et tu peux juste continuer à aider avec les dépenses comme tu l'as toujours fait. C'est toujours ton fils après tout. » Je me souviens être resté là, regardant l'homme en face de moi et me demandant sincèrement comment j'avais pu aimer quelqu'un comme lui. Aujourd'hui, dans ce cabinet d'avocats, il était le même. Aucun remords, aucune culpabilité, et absolument certain que je céderais. Son avocat a glissé les documents vers moi. Mademoiselle Clarisse, concernant les frais de l'enfant, si vous continuez à contribuer les 1 000 € par mois convenus, cela facilitera les choses pour tout le monde. J'ai levé la main pour l'arrêter et j'ai lentement repoussé les documents. Je ne paierai pas. Tout le monde s'est figé. Ma belle-mère était assise de l'autre côté de la table. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Léo est ton fils. J'ai rencontré son regard et j'ai répondu calmement, oui, Léo est mon fils. Mais si vous êtes si désespéré de vous battre pour la garde, alors, par tous les moyens, élevez-le vous-même. Je ne donnerai plus un sou à cette famille. Clarisse, mon beau-père a claqué sa main sur la table. Ne sois pas déraisonnable. J'ai laissé échapper un léger rire, le premier sincère depuis des mois. Déraisonnable? L'homme qui m'a trompé, qui emmène sa maîtresse enceinte chez le médecin, revient pour prendre mon fils et s'attend toujours à ce que je paie la facture. C'est ça que votre famille appelle raisonnable?
Le visage de Théo s'étendit. Surveille ce que tu dis. J'ai surveillé ce que je disais pendant des années, ai-je rétorqué. Aujourd'hui, j'aimerais dire la vérité. J'ai sorti toutes mes preuves d'un dossier et les ai étalées sur la table. Reçu de virements bancaires, reçu de prêts, registre de dépenses et la photo de ce jour-là. Le jour où il tenait la main d'une autre femme alors qu'ils entraient dans une clinique d'obstétrique. Les expressions autour de la table ont commencé à changer une par une. Depuis que nous nous sommes mariés, j'ai payé la quasi-totalité des dépenses majeures de cette famille. Et si nous divorçons, nous le ferons conformément à la loi, et non selon le sentiment d'appropriation de votre famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit les mots que j'avais répétés dans mon esprit pendant tant de nuits. Je demande la garde exclusive de notre fils. Je ne paierai aucune pension alimentaire au père. Et j'engagerai des poursuites pour récupérer chaque euro de la dette qui m'est due, tel que documenté ici. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le ronronnement de la climatisation. Puis ma belle-mère s'est levée de sa chaise. « Tu essaies de détruire mon fils. » Je l'ai regardé, ma voix parfaitement calme. « Non, la personne qui a détruit votre fils, c'est vous, en l'élevant à croire que toutes les femmes du monde existent pour le renflouer. » Ce jour-là, je suis sorti de cette salle de conférence sans regarder en arrière. Et je n'avais aucune idée que leur couper les vivres serait la première étape vers l'effondrement complet de la famille de mon ex-mari et la découverte d'une vérité qu'ils avaient tant essayé d'enterrer. Quand j'ai épousé la famille de Théo, beaucoup de gens m'enviaient. Une grande maison dans une banlieue riche, 2 voitures européennes dans l'allée, un chauffeur à plein temps, une belle-mère toujours impeccablement habillée, un beau-père qui jouait au golf avec de grands PDG. L'extérieur était si soigné que tout le monde croyait que j'avais épousé une dynastie, une princesse dans le manoir d'un milliardaire. Mais les étrangers ne savaient jamais à quel point cette façade scintillante était habilement utilisée pour masquer les profondes fissures internes. Je me souviens encore du jour où Théo et moi sommes allés voir mes parents pour demander leur bénédiction. Mon père lui a demandé directement « Es-tu prêt à prendre soin de ma fille ?» Théo a répondu avec confiance « Monsieur, je ne suis peut-être pas parfait, mais je ne laisserai jamais Clarisse affronter ses difficultés seule. » Je l'ai cru complètement. Mais moins de 6 mois après le mariage, j'ai commencé à voir la vérité, pièce par pièce. La galerie de meubles importés de Théo n'était pas aussi rentable qu'il le prétendait. La grande maison avait un deuxième prêt hypothécaire dont je ne savais rien. Mon beau-père avait co-signé un mauvais prêt pour un ami, et leur trésorerie était un désastre. Ma belle-mère était obsédée par les apparences et refusait de réduire les dépenses. Et Théo n'avait aucune discipline financière. La première fois qu'il m'a demandé de lui prêter de l'argent, il avait l'air stressé et m'a dit que c'était un problème temporaire. Juste 5 000 € pour maintenir la galerie à flot. Je les lui ai donnés sans hésiter, croyant que c'est ce que font un mari et une femme. Ils s'entraident. Ces 5 000 € se sont transformés en bien plus, jusqu'à atteindre un demi-million. Quand j'ai demandé le remboursement, il disait doucement, « Dès que les affaires reprennent, je te rembourserai. » Les affaires n'ont jamais repris, mais la somme que je devais débourser augmentait chaque année. C'est étrange, n'est-ce pas? Quand nous voulons être trompés, nous n'exigeons même pas un bon mensonge. Une promesse que nous voulons croire suffit. J'ai essayé d'être la belle-fille parfaite. J'emmenais ma belle-mère à ses rendez-vous médicaux, payais les primes de l'assurance maladie de mon beau-père, faisais les courses pour la maison et gérais gratuitement les comptes de la galerie de Théo. Même si je rentrais de mon propre travail à 21 h, je restais debout pour régler ses papiers fiscaux. Ce que j'ai obtenu en retour n'était pas de la gratitude, mais des commentaires comme « ce n'est qu'un petit peu de travail. Clarisse est douée avec les chiffres de toute façon. » Ou « s'il n'y avait pas notre belle-fille, la famille aurait des problèmes. Tu fais partie de la famille maintenant. Ne sois pas si mesquine. » Ces gens étaient des maîtres pour faire passer l'exploitation pour de la confiance. Quand je suis tombé enceinte de Léo, j'ai pensé que les choses pourraient s'améliorer. J'espérais qu'avoir un enfant ferait enfin grandir Théo. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Il a commencé à rentrer plus tard, affirmant qu'il devait trouver des clients, réseauter et assister à des événements avec des amis. Une nuit, alors que j'étais enceinte de 7 mois, je l'ai attendu jusqu'à 1 h du matin. Il n'a pas répondu à son téléphone. Finalement, un court texte est arrivé, « Je dors chez un client. Ne m'attends pas. » Cette nuit-là, je suis resté seul dans notre immense chambre froide, me frottant le ventre et pleurant silencieusement. Après la naissance de Léo,
l'enthousiasme de Théo n'a duré que quelques mois. Au fur et à mesure que Léo grandissait, il est revenu à son ancien moi, laissant le bébé avec sa mère, la nounou, et me laissant tout payer. J'étais la mère qui devait se lever à 5 heures du matin pour tirer son lait avant de se rendre à une journée complète de réunions. Pour rentrer à la maison s'occuper de son fils et subir des remarques passives-agressives de mes beaux-parents comme, c'est ce qui arrive quand une jeune mère travaille autant. Elle n'a jamais assez de temps pour son enfant. Je me souviens vivement d'une nuit, quand Léo avait un peu plus de 2 ans. Il avait une forte fièvre au milieu de la nuit. Je l'ai emmené moi-même aux urgences parce que Théo était trop ivre pour conduire. Alors que je la suivais jusqu'à la voiture, ma belle-mère a dit, les garçons doivent être forts. Ne l'élève pas à être si délicat. Je me suis retourné et les regardé, mais j'étais trop épuisé pour discuter. J'étais restée silencieuse pendant des années. Si silencieuse que tout le monde supposait que je ne me battrais jamais, jusqu'au jour où j'ai trouvé un collier de femme dans la voiture de Théo. Ce n'était certainement pas le mien. Je ne portais jamais ce style de bijoux. Plus important encore, il portait un léger parfum qui n'appartenait à aucune femme de notre maison. Je l'ai placé sur sa commode et j'ai attendu pour lui en parler directement. Théo a jeté un coup d'œil au collier pendant une fraction de seconde avant de répondre avec un visage impassible, un client a dû l'oublier. J'ai insisté, quel client monte dans ta voiture personnelle et enlève son collier? Il est immédiatement devenu défensif, peux-tu arrêter d'être si névrosée, Clarisse? Je suis fatigué du travail. C'était la première fois que mon intuition criait que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai commencé à faire plus attention. Il prenait une douche dès qu'il rentrait à la maison. Son téléphone était toujours posé face contre terre. Il avait défini un nouveau code d'accès et sortait fréquemment sur le balcon pour prendre des appels. Il ne m'emmenait plus jamais à des événements sociaux. 3 mois plus tard, j'ai vu le nom d'une femme s'afficher sur l'écran de son téléphone pendant qu'il était sous la douche. Manon. Le texte était court, mais il m'a transpercé le cœur instantanément, le docteur a dit que tout est sain aujourd'hui, papa. Ne t'inquiète pas. Mes mains sont devenues froides. Je suis resté là longtemps, relisant la phrase encore et encore comme si mon cerveau refusait de traiter la douleur, mais finalement, c'était trop clair pour le nier. Quelques jours plus tard, j'ai pris un jour de congé et je l'ai suivi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Théo est sorti de sa voiture et a ouvert la portière pour une jeune étudiante au visage doux. Elle était au premier stade de la grossesse. Sa main reposait protectrice sur son dos. Le sourire sur le visage d'un homme qui ne s'était jamais levé pour emmener son propre fils à une vaccination était si chaleureux et tendre pour une autre femme. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue, me sentant comme si j'avais été arraché à mon propre monde. C'est alors que j'ai réalisé que la chose la plus douloureuse n'était pas la trahison, mais la prise de conscience que quelqu'un qui n'avait jamais eu de temps pour vous avait tout le temps du monde pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas couru le gifler. Je n'ai pas crié ni exigé d'explication. J'ai simplement sorti mon téléphone, pris des photos comme preuve et je suis reparti. Parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que pour riposter à des gens comme ça, les émotions étaient inutiles. Seuls les faits froids et durs fonctionneraient. Et je n'avais aucune idée que la vérité que j'étais sur le point de découvrir ne détruirait pas seulement mon mariage, mais déshabillerait également tous les masques que cette famille portait. Son nom était Manon. Je le savais grâce au message et je l'ai confirmé grâce à la feuille de présence des patients de la clinique ce jour-là. Elle avait 24 ans, étudiante à l'université de Théo, près de 10 ans plus jeune que lui. Elle était menue, avec un visage doux qui donnerait envie à quiconque de la protéger. Mais je ne l'ai pas haï instantanément, comme on pourrait s'y attendre. J'étais plus en colère contre Théo, un homme marié qui donne de l'espoir à une autre femme au point de la rendre enceinte, et celui qui porte la responsabilité principale. Pourtant, je n'étais pas assez naïf pour croire que Manon était entièrement innocente. La semaine suivante, j'ai commencé à recueillir des informations discrètement. Je ne suis pas une personne impulsive et ma carrière dans la finance m'a appris que personne ne peut cacher la vérité pour toujours, surtout pas les gens qui sont négligents avec l'argent. J'ai examiné les comptes d'entreprise que j'aidais Théo à gérer et j'ai trouvé une série de retraits d'argent inhabituels au cours des 8 derniers mois. Il y avait aussi des paiements de loyer pour un appartement de luxe fait à une petite entreprise que, avec un peu de recherche, j'ai facilement retracé jusqu'à Manon. Théo ne la voyait pas seulement. Il la logeait, lui achetait des choses, payait ses soins prénataux et lui transférait de l'argent sur son compte tous les mois. Et avec quel argent?
Avec de l'argent de l'entreprise que j'avais renflouée. Avec de l'argent d'une ligne de crédit que la famille utilisait pour rester à flot, et en partie avec l'argent que je lui avais donné, pensant que c'était pour rembourser des créanciers commerciaux. Je suis resté assise à regarder les relevés bancaires jusqu'à 2 heures du matin. Mes poings serraient si fort qu'ils me faisaient mal, mais mon cœur était étrangement calme. Parfois, la douleur est si profonde qu'elle dépasse les larmes, ne laissant qu'un engourdissement froid. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Est-ce Clarisse? La voix à l'autre bout était une femme, douce et hésitante à chaque mot. J'ai répondu avec prudence. Après un moment de silence, l'autre personne a dit quelque chose qui m'a fait serrer plus fort mon téléphone. Je m'appelle Manon. J'ai besoin de vous parler. Je n'étais pas surprise que ce jour arrive, seulement qu'il arrive si tôt. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café derrière un hôpital privé. J'ai intentionnellement choisi un lieu public et suis arrivé tôt. Quand Manon est entrée, j'ai pu voir l'anxiété dans ses yeux. Elle était vêtue simplement, pas du tout comme la maîtresse flashy et confiante qui ne ressentait aucun remords. Elle s'est assise en face de moi, ses mains serrant son sac à main. Je suis désolé de vous déranger. Dites simplement ce que vous avez à dire, ai-je répondu. Manon a baissé les yeux pendant plusieurs secondes avant de lever la tête, les yeux rouges. Je viens de découvrir la vérité que vous étiez honnête pas vraiment séparés. J'ai légèrement haussé un sourcil, non pas de surprise, mais parce que je voulais voir ce qu'elle dirait ensuite. Il m'a dit que vous viviez ensemble seulement pour le bien de votre fils, que vous étiez séparés depuis longtemps. Il a même dit que vous voyiez quelqu'un d'autre. J'ai laissé échapper un rire doux et sans humour, et vous l'avez cru? Les larmes ont monté aux yeux de Manon. Au début, oui, je l'ai cru parce qu'il était si bon avec moi. Il s'occupait de tout. Je suis toute seule dans cette ville. Je n'ai personne. Il était toujours là pour aider. Et puis j'ai fait une erreur. J'ai regardé son ventre légèrement arrondi et j'ai senti un poids lourd dans ma poitrine. Il y avait plus d'une victime dans cette histoire. Alors pourquoi venez-vous me voir maintenant? Manon a pris une inspiration. Parce que, il y a 3 jours, je l'ai entendu au téléphone avec sa mère. Il a dit qu'une fois le divorce réglé, la famille prendrait son premier-né. Et quant à mon bébé, il verrait s'il pouvait juste en finir avec un paiement mensuel. J'ai figé. Même en sachant à quel point cette famille était égoïste, la froideur de leurs calculs était toujours choquante. Il a vraiment dit ça? Manon a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Sa mère a même dit qu'une femme comme moi ne pouvait être qu'une mère porteuse, pas quelqu'un qui pourrait jamais rejoindre leur famille. Cette phrase m'a rappelé mes propres débuts de mariage. Au final, que ce soit moi ou Manon, pour cette famille, toutes les femmes n'étaient que des outils à utiliser pour une situation spécifique. Je suis restée silencieuse un instant avant de demander directement, « Que voulez-vous de moi ?» Manon s'est mordu la lèvre. Je veux le quitter, mais j'ai peur. Je n'ai pas d'argent, nulle part où aller, et je ne sais pas quoi faire. Je ne vous demande pas de l'aide parce que vous êtes l'épouse, mais parce que je pense que vous êtes la seule à pouvoir voir cette situation plus clairement que moi. Sa réponse m'a fait la voir sous un nouveau jour. Elle avait peut-être été l'autre femme dans ma vie, mais maintenant elle était sur le point d'être jetée, tout comme moi. Je lui ai posé plusieurs autres questions sur le début de leur relation, des détails sur l'argent, l'appartement que Théo lui louait et tous les messages, mémos vocaux ou autres preuves qu'elle avait. Manon a coopéré, partageant tout entièrement comme si elle aussi voulait faire tomber cette façade de mensonge. Avant de nous séparer, je lui ai dit simplement, « Je ne vous pardonne pas, Manon, mais je ne laisserai pas le même homme détruire 2 femmes et s'en tirer indemne. » Elle m'a regardé à travers ses larmes et a incliné la tête en signe de remerciement. Ce jour-là, je suis rentré à la maison avec une clé USB. Dessus se trouvaient des enregistrements vocaux, des relevés de virements bancaires, des photos et la preuve la plus cruciale, un enregistrement de ma belle-mère disant à Manon, « Ayez d'abord le bébé, puis nous parlerons. Ne croyez pas que vous obtiendrez un statut officiel avec ça. J'accepterai mon petit enfant, mais je n'accepterai pas sa mère. » J'ai écouté cette phrase 3 fois, puis j'ai lentement posé mon téléphone. Enfin, j'ai vu l'ensemble du tableau. Théo n'aimait pas Manon. Sa famille ne voulait pas élever Léo par amour. Ils voulaient juste maintenir leur image, assurer le premier petit-fils et continuer à utiliser mon argent. À partir de ce moment, toutes mes hésitations ont disparu.
Ce divorce ne serait pas un départ silencieux. Ce serait un règlement complet et total de tous les comptes, de l'argent, de mon enfant et de ma dignité. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une femme est trahie, la première chose qu'elle fait est de fondre en larmes ou de s'en prendre à l'autre femme. Mais pour moi, après avoir appris toute la vérité, j'ai fait la seule chose que la famille de Théo craignait le plus, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé une feuille de calcul. Si vous me demandiez quelle compétence m'a le plus sauvé, la réponse ne serait pas la patience, mon amour pour mon fils ou la pensée positive. Ce serait mon attention méticuleuse aux détails avec les chiffres et mon habitude de conserver chaque reçu. J'ai ouvert d'anciens dossiers organisés par année, à partir de l'année où j'ai épousé Théo, reçus de virements, accords de prêt, copies de chèques, déclarations fiscales, factures médicales, reçus de frais de scolarité de Léo, paiement de voiture que j'ai aidé à faire. Même le reçu pour le retapissage du mobilier du salon parce que ma belle-mère avait dit que l'ancien tissu était démodé. J'avais tout. J'ai systématiquement listé chaque élément, les divisant en 3 catégories. Premièrement, l'argent que j'ai transféré à Théo et à son entreprise documentée comme des prêts. Deuxièmement, l'argent que j'ai payé au nom de sa famille avec des SMS ou des témoins pour confirmer. Troisièmement, les coûts partagés liés à l'éducation de l'enfant que j'avais presque entièrement couvert seul. Lorsque j'ai calculé le total final, je suis resté immobile pendant longtemps. Le chiffre à l'écran dépassait les 2,5 millions d'euros aux 2,5 millions d'euros, sans compter les intérêts, sans compter les opportunités que j'avais perdues et sans compter le coût émotionnel d'être utilisé comme le distributeur automatique personnel de la famille. J'ai laissé échapper un rire sec. Si j'avais investi cet argent moi-même, j'aurais pu posséder un autre appartement maintenant ou ouvrir le café dont j'avais toujours rêvé. Mais non, je l'avais utilisé pour colmater les fuites d'une famille qui n'avait jamais vu ma valeur. Le lendemain, j'ai rencontré une avocate nommée Maître Lefebvre. C'était une ancienne élève de mon université qui était spécialisée en droit de la famille et en litiges patrimoniaux. Elle m'avait invité à déjeuner plusieurs fois, mais je n'avais jamais eu le temps. Quand je l'ai appelée et lui ai dit que je voulais consulter au sujet d'un divorce, son ton est devenu instantanément sérieux. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau. J'ai posé les dossiers sur son bureau un par un. Maître Lefebvre n'avait fait que les parcourir pendant quelques minutes lorsqu'elle a levé les yeux vers moi. « Clarisse, dit-elle, vous ne divorcez pas seulement. Vous êtes en mesure de poursuivre pour la récupération d'actifs importants. » J'ai écouté attentivement. Vos preuves sont excellentes. Beaucoup de ces éléments sont clairement marqués comme des prêts. Certains étaient des transferts pour sauver l'entreprise de votre mari, ce qu'il a reconnu. Quant à votre fils, si vous voulez la garde exclusive, vous avez un dossier beaucoup plus solide, stabilité financière, revenus constants et preuve que vous êtes la principale gardienne. Mais ils vont argumenter sur l'environnement, ai-je dit. La grande maison, l'école à proximité, la grand-mère disponible pour s'occuper de lui. Maître Lefebvre a souri faiblement. Une grande maison est moins importante qu'un gardien de qualité. Et si nous pouvons prouver que le père de l'enfant a été infidèle, est financièrement irresponsable et présente un comportement instable, vous n'êtes pas du tout désavantagé. J'ai expiré lentement, sentant comme si un poids était soulevé de ma poitrine, pierre par pierre. Je n'avais pas peur d'être seul. J'avais peur de perdre Léo. Maître Lefebvre a pris quelques notes supplémentaires. Est-ce que sa famille cache autre chose? J'ai hésité un instant avant de lui raconter toute l'histoire de Manon, lui tendant des copies de certaines des preuves. Elle a écouté jusqu'à la fin, puis a résumé avec concision, c'est bien que vous ne les ayez pas engagés émotionnellement. Cette preuve est très puissante, surtout si leur camp essaie de se présenter comme une unité familiale stable pour l'enfant. Puis elle m'a regardé directement. Mais je dois vous demander, êtes-vous vraiment prête pour ce combat? Il ne sera pas terminé en une semaine. Il pourrait vous faire pression, répandre des rumeurs ou essayer de vous blâmer. Il pourrait même utiliser votre fil comme monnaie d'échange. J'ai regardé les dossiers sur la table et j'ai pensé au visage de Léo la nuit précédente alors qu'il me serrait dans ses bras. Bonne nuit. Je suis prête, ai-je dit, ma voix si ferme qu'elle m'a même surprise. Après cela, les choses ont évolué rapidement. L'équipe de Maître Lefebvre a compilé les documents, créé une chronologie, préparé une lettre de mise en demeure formelle pour la dette et rédigé la pétition de garde. Nous ne l'avons pas envoyée immédiatement. Je voulais attendre le bon moment. Et ce moment est venu plus tôt que prévu. Un vendredi soir, ma belle-mère m'a appelé, sa voix délibérément douce.
Clarisse, es-tu libre ce dimanche? Je pensais que tu pourrais venir dîner. Nous devrions parler de Léo, avoir une bonne conversation. J'entendais pratiquement les pensées derrière ces mots. Il ne voulait pas d'une bonne conversation. Il voulait me persuader de reculer. Oui, je peux venir, ai-je répondu calmement. Je serai là. Le dimanche, j'ai mis la tenue la plus simple que je possédais, un chemisier en soie crème et un pantalon noir. Je n'essayais pas de ressembler à une victime ou à une guerrière. J'étais juste moi-même, dans une version qui n'avait plus peur de personne. En entrant dans cette maison, le même parfum d'assainisseur d'air emplissait l'air. Tout avait l'air grandiose, serein et chic, mais je savais que ce n'était qu'une mise en scène. À la table du dîner se trouvaient mon beau-père, ma belle-mère, Théo et sa sœur. Une maison pleine, comme s'ils s'étaient réunis pour un tribunal familial. Dès que je me suis assise, ma belle-mère a commencé à parler de ce qui s'était passé. Je ne veux pas en faire une montagne. Léo a besoin d'un foyer stable, et tu es si occupé par le travail. Peux-tu vraiment élever un enfant seul? Théo est immédiatement intervenu. Je n'essaie pas de t'empêcher de le voir, mais c'est mieux pour Léo de vivre ici. Tout est mis en place pour lui. J'ai souri faiblement. Mis en place de quelle manière? Mon beau-père a répondu d'une voix sévère. Mis en place de toutes les manières. Financièrement, éducativement, avec des gens pour s'occuper de lui. Je les ai regardés un par un et j'ai demandé lentement, avec l'argent de qui? L'atmosphère à table s'est figée. J'ai posé un dossier mince sur la table. Si nous voulons parler d'être préparés, commençons par la vérité. Cette famille me doit un total de 2,5 millions d'euros. Et vous voulez toujours que je continue à payer les dépenses de mon fils pendant que Théo subvient aux besoins d'une maîtresse et d'un autre enfant. Le verre d'eau dans la main de la sœur de Théo a failli glisser. Le visage de ma belle-mère est devenu blanc. Elle a rapidement dit, cette femme ne signifie rien. Si elle ne signifie rien, ai-je répliqué, alors pourquoi payez-vous le loyer mensuel de son appartement? Théo s'est levé de sa chaise. Clarisse, ça suffit. Je l'ai regardé. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est même pas proche. Puis j'ai sorti une autre série de documents. Cette fois, ce n'était pas seulement de la défense. C'était la déclaration polie de guerre. Je me souviens de chaque seconde du moment où j'ai ouvert ce dossier sur la table du dîner. Le doux bruissement du papier a retenti comme un coup de tonnerre pour les personnes figées autour de la table. J'ai étalé les copies des relevés bancaires et des résumés de dettes devant eux un par un, sans me presser. Ma belle-mère a été la première à arracher les papiers. Son visage parfaitement maquillé est devenu livide. « Qu'est-ce que c'est que ça? Que as-tu fait? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. J'ai recueilli des informations, ai-je répondu. Des informations que j'aurais dû recueillir il y a longtemps. Théo a arraché les documents de la main de sa mère et les a parcourus rapidement. Ses yeux ont parcouru les chiffres avant qu'il ne me regarde, furieux. Tu vas faire la mesquine pour de l'argent maintenant? J'ai failli éclater de rire. Mesquine? 2,5 millions d'euros, 5 ans de dépenses liées à l'enfant, et être utilisé comme un distributeur automatique personnel. Et vous appelez toujours ça mesquin. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je suppose qu'il est facile pour quelqu'un qui n'a jamais eu à gagner son propre argent de dire cela. Le visage de mon beau-père s'est assombri. Ne sois pas irrespectueuse. Si dire la vérité semble irrespectueux, c'est probablement parce que la vérité n'est pas très agréable, ai-je dit. La salle à manger est restée silencieuse un instant, le seul son étant le cliquetis des couverts alors que la femme de ménage s'excusait rapidement comme si elle savait qu'une explosion était imminente. La sœur de Théo a tenté de jouer les médiatrices. Clarisse, pouvons-nous parler de l'argent plus tard? Le plus important maintenant, c'est Léo. Tu as raison. Le plus important, c'est Léo, ai-je acquiescé en me tournant vers elle. C'est pourquoi je ne permettrai pas à mon fils de grandir dans une maison qui pense que l'infidélité est un problème mineur et que l'exploitation d'une femme est normale. Théo a claqué son poing sur la table. Ça suffit. Mais je n'ai plus bronché. Ce n'est pas suffisant, ai-je dit, ma voix si froide qu'elle m'a même surprise. J'ai été silencieuse bien trop longtemps. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu l'extrait audio que Manon m'avait donné. La voix de ma belle-mère a résonné clairement dans la salle à manger, j'accepterai mon petit enfant,
mais je n'accepterai pas sa mère. Quand l'enregistrement s'est terminé, le visage de ma belle-mère était figé, comme si elle avait été giflée. Elle s'est tournée vers Théo. Théo, ça, je sais de quelle voix il s'agit, les jeux coupés. Et j'en ai beaucoup d'autres. Théo m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Il a commencé à parler lentement, essayant d'adoucir son ton. Clarisse, pouvons-nous juste parler de ça? Juste nous deux. Nous n'avons pas besoin d'en faire un énorme gâchis. J'ai secoué la tête. C'est devenu un énorme gâchis le jour où tu as emmené ta maîtresse à sa première échographie. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas le voir. Mon beau-père a essayé de reprendre le contrôle. D'accord, faisons ça. Quant à l'argent, s'il y a un malentendu, nous pourrons le revoir plus tard. Mais concernant Léo, nous voulons vraiment que tu penses au meilleur intérêt de l'enfant. J'ai rencontré son regard. Alors pensons vraiment à son meilleur intérêt. Un enfant devrait être avec quelqu'un qui a du temps pour lui, le respecte et ne l'utilise pas comme un accessoire pour l'image publique, pas dans une maison qui attend que sa mère paie tout en essayant de le lui enlever. La voix de ma belle-mère s'est élevée. Nous ne le prenons pas. Nous sommes juste préoccupés par le fait que tu travailles toute la journée. Comment t'en occuperas-tu? Qui a payé la nounou toutes ces années, ai-je demandé. Elle s'est figée. Qui paie son école? Qui paie son assurance maladie? Qui emmène Léo chez le médecin quand il est malade? Qui sait à quoi il est allergique? Quelle est son histoire préférée avant de dormir? Quels bruits forts lui font peur? Personne n'a répondu parce que la personne qui connaissait le mieux les réponses était moi. Théo a essayé de se reprendre. Je suis aussi son père. Mais combien de fois as-tu réellement joué ce rôle, ai-je rétorqué. Te souviens-tu de la dernière fois que Léo a été hospitalisé? Étais-tu là pour sa dernière vaccination? Es-tu allé à sa pièce de théâtre scolaire quand ils ont invité les parents? Il a pincé les lèvres, silencieux. Tu n'as rien fait, ai-je continué. Et maintenant, tu vas prétendre que tu es un père préparé? Pourquoi? Parce que tu es sur le point d'avoir un autre enfant? Cette phrase a fait mouche. Son visage est devenu rouge. La sœur de Théo a rapidement interjecté. Ne sois pas si dur. L'enfant pourrait t'entendre. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte des pièces intérieures. Léo n'est pas là aujourd'hui. Je m'en suis assuré. Je ne laisserai jamais mon fils s'asseoir et écouter des adultes l'utiliser comme monnaie d'échange à table. J'ai rangé mes dossiers dans mon sac. Je vais demander la garde exclusive de Léo. Quant à la dette, je vous donne 30 jours avant qu'une mise en demeure formelle ne soit envoyée. Et à partir de ce moment, je ne serai plus responsable d'aucune des dépenses de cette famille. Ma belle-mère s'est levée brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Je peux, ai-je dit. Et j'aurais dû le faire il y a longtemps. Théo a fait le tour de la table pour se tenir devant moi. Son visage était rigide, mais pour la première fois, j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Tu veux me détruire, n'est-ce pas? Je me suis levé et j'ai rencontré son regard de près. Non, j'en ai juste fini de t'aider à cacher à quel point tu es déjà brisé. J'ai pris mon sac à main, prêt à partir. Mais avant que j'atteigne la porte, la voix tremblante de ma belle-mère m'a suivi. Clarisse, si tu fais ça, la réputation de Théo sera ruinée. Qu'est-ce que ton fils y gagnera? Je me suis arrêté et je me suis retourné pour livrer ma dernière réplique de la journée. Mon fils retrouvera sa mère. Une mère qui n'a plus à financer toute une famille. Je suis sorti de la maison et je n'ai pas regardé en arrière. Au moment où j'étais dans ma voiture, j'ai poussé un long soupir. Mes mains tremblaient encore légèrement. Aussi préparé que j'étais, confronter toute la famille en même temps n'était pas facile. Mais au fond de moi, je me sentais étrangement légère, comme quelqu'un qui avait porté une lourde pierre pendant des années et qui avait enfin pu la laisser tomber. Cette nuit-là, je suis retourné dans mon propre appartement. Léo a couru pour me serrer les jambes dès que je suis entré. Il venait de prendre son bain, et la douce odeur de poudre pour bébé a instantanément adouci mon cœur. Maman, tu étais fatiguée aujourd'hui? Je me suis agenouillé et les serré fort dans mes bras. Un peu, mon chéri. Mais maman va mieux maintenant. Léo a posé sa petite main sur ma joue. C'est bon, maman. Je suis là avec toi. Cette simple phrase m'a fait monter des larmes chaudes aux yeux.
Parfois, le monde entier d'une mère peut être guéri par quelques mots courts de son enfant. Mais je ne savais pas encore qu'après leur avoir coupé les fonds et être parti, il riposterait bien plus vite que je ne le pensais. Et cette fois, ils n'allaient pas seulement jouer avec la loi. Ils allaient jouer avec le cœur d'un garçon de 5 ans. Après ce jour, la famille de Théo est restée silencieuse pendant 3 jours. C'était un silence inquiétant. Pas d'appel de ma belle-mère, pas de message de Théo, personne n'envoyait pour faire pression ou feindre des excuses. Mais je connaissais leur genre. Le silence n'était pas un abandon. C'était le temps qu'ils prenaient pour comploter leur vengeance. Le jeudi matin, j'étais dans une salle de conférence au mur de verre de mon entreprise lorsque mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt sur la table. L'identifiant de l'appelant affichait 3 appels manqués de l'école de Léo. Mon cœur a battu la chamade alors que je m'excusais pour prendre l'appel. Mademoiselle Clarisse, Léo a disparu de sa classe. Mon monde s'est arrêté une fraction de seconde. Disparu? Qu'est-ce que vous voulez dire par disparu? Ai-je demandé, ma voix si forte que les gens à l'extérieur de la pièce se sont retournés pour regarder. La secrétaire de l'école a rapidement expliqué que pendant la pause déjeuner, quelqu'un avait informé l'enseignante que la grand-mère de Léo venait le chercher pour une urgence familiale. Cependant, l'école a vérifié ses dossiers et n'a trouvé aucune notification préalable de ma part. La personne qui avait pris Léo était l'ancien chauffeur de la famille. J'ai à peine entendu le reste. J'ai attrapé mon sac, couru vers l'ascenseur et appelé Théo au moins 10 fois en chemin. Il n'a pas décroché. J'ai conduit directement chez eux. Le portail était ouvert comme si de rien n'était. Je me suis précipité à l'intérieur, surprenant la femme de ménage. Lorsque j'ai atteint le salon, j'ai vu Léo assis sur le tapis en train de jouer avec ses blocs tandis que ma belle-mère lui donnait des morceaux de fruits comme si c'était un après-midi ordinaire. La rage a bouilli en moi. Que signifie tout cela? Ma belle-mère s'est retournée lentement, son expression si calme, c'était glaçant. Oh, Clarisse, tu es là. Léo voulait voir sa grand-mère, alors je l'ai fait chercher. Je me suis approché et j'ai serré Léo dans mes bras. Le petit garçon m'a regardé, ses yeux innocents, complètement inconscients du terrible jeu que jouaient les adultes. Qui vous a donné la permission de prendre mon fils à l'école? C'est aussi mon petit-fils, a-t-elle répondu. Mais je suis son tuteur légal. Mon beau-père est descendu les escaliers à ce moment-là. Ne faites pas de scène. Vous allez effrayer l'enfant. Je me suis tourné vers lui, incapable de croire mes oreilles. Vous avez enlevé mon fils de l'école et vous me dites de ne pas faire de scène? Théo a émergé de son bureau à domicile, l'air complètement imperturbable. Tu réagis de manière excessive. Ma mère vient juste de chercher son petit-fils. J'ai regardé son visage et j'ai su instantanément que c'était un coup calculé. Ce n'était pas un malentendu ou une erreur. C'était un test pour voir si je reculerais. Je me suis agenouillé et j'ai demandé doucement à Léo, « Chérie, qui t'a dit que tu devais partir avec mamie ?» Léo a répondu innocemment, « Mamie a dit que maman était occupée et que je dormirais chez elle ce soir. » Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas seulement prendre un enfant sans permission. C'était lui mettre dans la tête que je n'avais pas de temps pour lui. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas exploser devant Léo. D'accord, eh bien, je suis là pour le récupérer maintenant. Ma belle-mère a posé la cuillère. Non, Léo reste ici ce soir. J'ai levé les yeux lentement. Qu'avez-vous dit? J'ai dit qu'il devrait se familiariser à nouveau avec cette maison parce que si le tribunal statue en notre faveur, arrêtez-vous là, les jeux interrompus. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer une vidéo, le rendant évident. L'expression de tout le monde a changé instantanément. J'enregistre maintenant l'audio et la vidéo comme preuve, ai-je dit calmement. Je suis ici pour récupérer mon fils de cette résidence. Si quelqu'un m'obstrue, je considérerai cela comme une rétention illégale d'un mineur. Théo s'est avancé. Clarisse, ne sois pas folle. J'ai pointé la caméra sur lui. Alors ne fais pas de folie. Que ce soit parce qu'il était choqué ou parce qu'il n'avait jamais imaginé que je jouerais aussi dur, Théo s'est figé. J'ai saisi l'occasion, pris la main de Léo et l'ai conduit directement hors de la maison. En passant la porte, j'ai entendu ma belle-mère me crier, « Si tu fais ça, Léo te haïra. » Je ne me suis pas retourné. J'étais terrifié de perdre le contrôle si je le faisais. Cette nuit-là,
j'ai emmené Léo dans mon propre appartement et je ne suis jamais retourné à notre ancienne maison. J'ai immédiatement appelé Maître Lefebvre, lui ai envoyé la vidéo et j'ai fait déposer une demande d'ordonnance de protection temporaire d'urgence pour Léo par l'équipe juridique. Le lendemain matin, la voix de Maître Lefebvre était claire au téléphone. Ils ont fait une erreur. C'est la preuve qu'ils sont prêts à utiliser des tactiques psychologiques sur un enfant pour faire pression sur la mère. Après l'appel, je me suis assise et j'ai regardé Léo dormir dans son petit lit temporaire. Son visage était si innocent, inconscient de la bataille que les adultes menaient pour lui. J'ai caressé doucement ses cheveux et des larmes ont commencé à couler silencieusement. La chose que j'avais toujours crainte n'était pas la honte publique, la perte d'argent ou recommencer. C'était que mon enfant devienne un champ de bataille. Le lendemain, j'ai organisé le transfert temporaire de Léo dans une autre succursale de son école avec une sécurité beaucoup plus stricte. J'ai soumis une liste de seulement 3 personnes autorisées à le récupérer, moi, ma sœur et un nouveau chauffeur que j'avais embauché moi-même. Cet après-midi-là, Théo a finalement appelé. Au moment où j'ai décroché, il a parlé d'un ton bas et menaçant. « Tu joues dur. »« Pas aussi dur que ce que tu as commencé avec mon fils », ai-je répondu froidement. « Léo est aussi mon fils. » Alors commence à agir comme un père. Il y eut une pause à l'autre bout avant que son ton ne change. « Clarisse, nous n'avons pas à nous détruire comme ça. Je vais accepter que tu es la garde principale, mais tu dois continuer à aider avec l'argent. Ma famille a de réels problèmes. » J'ai fermé les yeux lentement. C'était ça. Au final, ce qui l'intéressait vraiment, c'était toujours l'argent. Les problèmes de votre famille ne sont plus ma responsabilité. Si tu n'aides pas, je ne pourrai pas gérer. Alors peut-être devriez-vous essayer de prendre vos responsabilités pour votre propre vie pour une fois, ai-je dit et j'ai raccroché. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était une photo de Manon dans un lit d'hôpital avec une intraveineuse dans le bras. Un court message a suivi, je suis très stressé. Il vient de me dire qu'il coupe toutes mes dépenses parce que vous ne donnez plus d'argent à sa famille. J'ai lu le message et un frisson m'a parcouru. Cela signifiait que depuis que je les avais coupés, la famille de Théo était vraiment incapable de rester à flot. Et plus il s'approchait du bord, plus il deviendrait dangereux. Je savais que la famille de Théo avait des dettes, mais je n'avais jamais imaginé que ce serait aussi catastrophique. Après l'incident à l'école, Maître Lefebvre m'a conseillé de mener une enquête approfondie sur leurs actifs et passifs. Si l'affaire de la garde progressait, le tribunal prendrait en compte la stabilité globale de l'environnement de vie potentiel de l'enfant, y compris sa santé financière. Grâce à mes contacts dans les secteurs bancaires et immobiliers, j'ai légalement accédé au registre public et mené une due diligence. Le tableau qui a émergé était plus choquant que tout ce que j'avais jamais imaginé. La grande maison dont ils étaient si fiers était sous une deuxième hypothèque. La galerie de meubles de Théo était en retard de paiement d'impôts. L'une de leurs 2 voitures européennes avait 3 mois de paiement en souffrance. Mon beau-père avait co-signé plusieurs autres prêts de plusieurs millions d'euros pour de vieux amis, et surtout, des prêteurs officieux avaient commencé à appeler et à envoyer des gens pour recouvrer les dettes. Je suis resté assise dans mon bureau à regarder les rapports, et soudain, tout est devenu parfaitement clair. Ils ne voulaient pas la garde de Léo parce qu'ils l'aimaient. Ils avaient besoin de l'image d'une famille stable pour maintenir leur statut social et pour leurs négociations commerciales. Et d'un autre côté, ils avaient besoin de me garder lié à eux par les dépenses pour continuer à m'utiliser comme source de fonds. Théo n'était pas confiant de pouvoir élever un enfant. Il était seulement confiant qu'avec Léo dans sa maison, il pourrait toujours me soutirer de l'argent. Mes poings se sont serrés. À quel point les gens pouvaient-ils être égoïstes? Ce soir-là, j'ai de nouveau rencontré Manon. Cette fois, nous nous sommes rencontrés dans une petite clinique prénatale. Elle avait l'air émaciée, son visage pâle et ses yeux rouges d'avoir pleuré. Il est venu me voir hier soir, a dit Manon, ses mains tremblant encore. Il m'a dit que si je l'aimais vraiment, je devais l'aider à économiser de l'argent parce qu'il avait des problèmes financiers. Vous avait-il déjà parlé de problèmes d'argent avant cela, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Jamais. Il m'a toujours dit que sa famille avait plusieurs entreprises et beaucoup d'argent, que je n'avais jamais à m'inquiéter pour le bébé. Je l'ai regardé et je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une pointe de pitié. Cette femme avait été utilisée comme une échappatoire temporaire pour un homme, et maintenant elle était jetée parce qu'il ne pouvait plus se permettre de maintenir ses mensonges.
J'ai autre chose pour vous, a dit Manon, me tendant une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des copies du bail de l'appartement, des dossiers de transfert et des photos de certains documents commerciaux portant le logo de l'entreprise de Théo. Je n'ai eu qu'à regarder quelques pages avant que mon cœur ne se serre. Théo avait pris de l'argent du compte de l'entreprise pour payer le loyer et les dépenses de Manon, le déclarant comme frais de représentation client et frais de conception de salle d'exposition. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était potentiellement un détournement de fonds d'entreprise. J'ai pris des photos quand il m'a demandé de tenir ces documents, a dit Manon doucement. Je ne comprenais pas à l'époque, mais quand il a commencé à devenir irritable plus tard, je les ai gardés. J'ai accepté l'enveloppe sans un mot. Cela dépassait maintenant une affaire de droit de la famille. Cela touchait maintenant à la fraude commerciale et à sa crédibilité financière. Manon, écoutez-moi, ai-je dit clairement. Si cela prend de l'ampleur, vous pourriez être appelée à témoigner. Êtes-vous prête pour cela? Elle est restée silencieuse longtemps avant de hocher la tête. Je suis prête. Je ne veux plus être trompée par lui. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel du cabinet d'expertise comptable qui gérait les comptes de la galerie de Théo. Le propriétaire, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Dubois, m'avait parlé plusieurs fois de documents fiscaux. Mademoiselle Clarisse, commença-t-il, sa voix hésitante. Je ne savais pas si je devais vous appeler, mais je sais que vous supervisiez autrefois les comptes de la galerie. Y a-t-il un problème? La galerie a plusieurs mois de retard sur mes honoraires. Et il y a des documents que je voulais confirmer parce que s'il y a un contrôle fiscal plus tard, je ne veux pas être le seul responsable. J'ai arrêté de marcher. Quel genre de documents? Il a baissé la voix. Il y a plusieurs reçus de dépenses qui semblent irréguliers. Certains sont pour des complexes hôteliers, un hôpital pour femmes et des loyers résidentiels, mais ils ont tous été enregistrés comme frais de déplacement professionnel. J'en ai parlé à Théo, et il m'a dit que vous étiez au courant. J'ai fermé les yeux lentement. Bien sûr, Théo avait encore utilisé mon nom. Je ne savais pas, ai-je dit. Et veuillez conserver tous ces documents. Ne détruisez rien. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Maître Lefebvre et lui ai transmis les nouvelles informations. Elle a écouté en silence avant de dire, « Clarisse, je dois être direct. À ce stade, votre ex-mari n'est plus seulement un conjoint infidèle. C'est quelqu'un qui a pu commettre un détournement de fonds et falsifier des documents. S'il est acculé, il pourrait essayer de vous rejeter la faute puisque vous aidiez à gérer ses finances. » Cette phrase m'a fait frissonner. C'était vrai. J'avais aidé. J'avais co-signé certaines choses. Je lui avais fait confiance. Cela signifiait que si Théo choisissait de se sauver, il pourrait essayer de faire de moi une complice. Je n'ai pas dormi de la nuit. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je commençais à voir clairement que l'homme avec qui j'avais passé des années de ma vie n'était pas seulement égoïste ou un coureur de jupons. Il était capable de détruire toute ma vie pour se sauver. Le lendemain matin, ma peur a commencé à se matérialiser. Le service des ressources humaines de mon entreprise m'a appelé pour m'informer qu'une plainte anonyme avait été envoyée au conseil d'administration. Alléguant que j'étais impliqué dans le détournement de fonds de l'entreprise de mon mari et que je pouvais avoir des conflits éthiques dans mon sens. Notre rôle, je me suis tenu devant le miroir de mon dressing, regardant mon visage pâle. Théo avait commencé à jouer salement, et il ne visait pas seulement mon fils ou mon argent. Il s'en prenait à ma carrière. Mon travail était la seule chose que j'avais toujours pu contrôler. Peu importe à quel point mon mariage devenait compliqué, peu importe les remarques cinglantes que je devais endurer à la maison, j'avais toujours mon bureau, mes feuilles de calcul, mes plans budgétaires et une équipe qui faisait confiance à mes capacités. Mon travail me rappelait que j'avais toujours de la valeur dans un monde où cette famille essayait de me dévaloriser chaque jour. Ainsi, le jour où mon entreprise m'a convoqué pour une réunion concernant la plainte, je savais que Théo frappait à mon cœur. La petite salle de conférence au 20e étage était silencieuse. Les RH, mon superviseur direct et le conseiller juridique de l'entreprise étaient tous là. La lettre anonyme était sur la table. Son langage était poli, mais son intention était claire. Le plaignant alléguait que j'avais utilisé ma position pour aider à dissimuler des irrégularités financières dans l'entreprise familiale de mon mari, suggérant un comportement contraire à l'éthique, indigne d'une vice-présidente des finances. La Clarisse d'il y a 2 ans aurait pleuré. Mais maintenant, j'ai simplement demandé une copie de la lettre et j'ai répondu à chaque question systématiquement.
J'ai expliqué que je n'avais aucune autorité de signature dans l'entreprise de Théo, que j'avais seulement occasionnellement aidé avec leur système en tant qu'épouse, et que je n'avais aucun intérêt financier dans l'entreprise. J'ai précisé qu'après avoir découvert des irrégularités, j'avais déjà retenu les services d'un avocat pour intenter une action. Puis j'ai posé mon propre dossier de preuve sur la table, preuve de mes virements bancaires en tant que créancière, des SMS où Théo avait demandé à emprunter de l'argent, et un registre de mes rendez-vous avec mon avocate datant bien avant l'envoi de la lettre de plainte. L'avocat de l'entreprise a examiné les documents et a levé les yeux. « Vous êtes venu très préparé », a-t-il fait remarquer. Ai-je répondu. Je savais qu'un homme comme lui ne maintiendrait pas ce combat au sein de la famille. La réunion a duré plus d'1 heure. Finalement, mon superviseur a clairement déclaré que l'entreprise n'agirait pas sur des allégations anonymes et non fondées et que je continuerais dans mon rôle comme d'habitude. Ils ont même offert l'aide de l'équipe juridique de l'entreprise si mon nom était de nouveau traîné dans la boue d'une manière qui affectait la réputation de l'entreprise. Je les ai remerciés poliment, mais en sortant de la salle de conférence, mes jambes étaient faibles. Je suis allé aux toilettes, je me suis enfermé dans une cabine, je me suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas parce que j'avais peur d'être renvoyé. C'était la dure réalisation que Théo était prêt à détruire mon avenir sans y réfléchir à 2 fois. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un seul SMS, « Tiens-toi loin de ma carrière ». Il l'a lu instantanément, mais n'a pas répondu. Cet après-midi-là, la réceptionniste a appelé pour m'informer que quelqu'un était là pour me voir sans rendez-vous. Je suis descendu dans le hall et j'ai trouvé Théo, vêtu d'un costume gris. Il avait toujours l'air beau. Un étranger aurait pensé qu'il était un homme d'affaires posé et prospère, mais je pouvais voir le vide en lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Il a esquissé un léger sourire. Je voulais parler de manière civilisée. Envoyer des plaintes anonymes à mon entreprise est votre idée de la civilité? Il a haussé les sourcils comme s'il était surpris. Qui a dit que c'était moi? Je l'ai juste regardé. Nous savions tous les deux la réponse. Il n'y avait pas besoin de théâtre. Théo a soupiré. Clarisse, nous nous aimions autrefois. Pourquoi faut-il que ce soit comme ça? J'ai ricané. La personne qui a commencé à tout détruire est toujours celle qui demande pourquoi l'autre personne ne le supporte pas. Je l'ai interrompu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il a fait une pause, puis a baissé la voix. Sur l'entreprise. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Tu sais que les choses vont mal. Si les finances de mon entreprise sont exposées, je serai ruiné. Et en quoi cela me concerne-t-il? Il m'a regardé fixement. Si je suis ruiné, Léo aura un père sans rien. Léo a une mère qui est plus que capable de subvenir à ses besoins, ai-je rétorqué instantanément. L'expression de Théo s'est durcie. Il a serré les dents et a prononcé les mots qui révélaient sa vraie nature. Si tu acceptes de m'aider, j'accepterai de tout terminer pacifiquement. Mais si tu ne le fais pas, ne pense pas une seconde que je te laisserai avoir notre fils si facilement. Je l'ai regardé immobile. L'image de l'homme qui avait tenu ma main le jour de notre mariage avait disparu. À sa place se trouvait un étranger prêt à marchander avec son propre enfant comme un bien. Alors je vous verrai au tribunal, ai-je dit. Je me suis retourné pour m'éloigner, mais il m'a attrapé le poignet assez fort pour me faire mal. Clarisse. J'ai retiré ma main et j'ai fait un pas en arrière. Ne me touche plus jamais. Ma voix était si froide qu'il a lâché prise automatiquement. Les gens dans le hall commençaient à regarder. Voyant cela, Théo a reculé, son visage, un masque de frustration. Je ne voulais pas prolonger la scène, alors je suis retourné aux ascenseurs sans un regard en arrière. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma sœur aînée qui m'attendait. Elle avait apporté de la nourriture et m'a dit que nos parents étaient très inquiets, mais ne voulaient pas me faire pression, alors ils l'avaient envoyée à la place. Je me suis assise, et après quelques bouchées de nourriture, j'ai finalement craqué et j'ai pleuré. Ma sœur m'a juste frotté le dos, sans poser de questions, disant simplement « Tu n'es pas seule dans cette affaire, Clarisse ». Ces mots m'ont fait pleurer encore plus. Pendant tant d'années, j'avais essayé de tout porter seul. J'avais presque oublié que j'avais une famille qui m'aimait vraiment. Plus tard cette nuit-là, mon père a appelé. Ces mots étaient simples, « Si tu ne peux pas le gérer, rentre à la maison. Tu n'as pas à battre ces gens seuls. »
Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond longtemps après cet appel. Pour la première fois depuis des mois, je me suis avoué que j'étais épuisé. Mais au sein de cet épuisement, quelque chose devenait plus fort. Ce n'était pas de la colère. C'était la réalisation que je ne me battais plus pour sauver mon ancienne vie. Je me battais pour en construire une nouvelle pour mon fils et pour moi-même. Le lendemain matin, cette nouvelle vie a commencé à prendre une autre tournure lorsque la personne la plus inattendue est venue à mes côtés, l'ancien chauffeur de la famille. L'ancien chauffeur de la famille de Théo s'appelait Monsieur Durand. Il travaillait pour eux depuis plus d'une décennie. Un homme calme, poli, qui connaissait toujours sa place. C'était lui qui m'avait conduite à l'hôpital lorsque j'étais en travail avec Léo, qui avait récupéré Léo à l'école de nombreuses fois, et celui pour qui j'avais toujours eu de la peine parce que ma belle-mère le traitait plus comme une machine que comme un être humain. Je ne l'avais pas revu depuis que j'avais déménagé, car j'avais cessé d'utiliser leur personnel. Le samedi matin, alors que j'emmenais Léo à son cours de natation, mon téléphone a sonné avec un numéro familier. C'était Monsieur Durand. « Mademoiselle Clarisse, dit-il, puis-je vous parler, s'il vous plaît ? C'est important. » Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de la Seine. Il était déjà là, assis droit comme un i, regardant nerveusement autour de lui comme s'il craignait d'être vu. Quand je me suis assise, il s'est immédiatement excusé, « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à vous contacter. » « Y a-t-il un problème, Monsieur Durand ?» Il a jeté un coup d'œil autour de lui avant de baisser la voix. « J'ai démissionné, madame. » J'ai été surprise. « Démissionné ?» Monsieur Durand a hoché la tête. Ils avaient 2 mois de retard sur mon salaire, et les choses allaient mal là-bas. Je ne veux plus être impliqué. J'ai écouté en silence, observant ses yeux. Il ne semblait pas intéressé par les potins ou à leur enfoncer le couteau dans la plaie. Il semblait simplement accablé par quelque chose qu'il avait gardé en lui trop longtemps. Je vous ai appelé à cause de ce qui est arrivé au jeune Léo ce jour-là. Il a continué, le jour où je l'ai récupéré à l'école, c'est Monsieur Théo qui a donné l'ordre. Il m'a dit de dire à l'école que sa grand-mère m'envoyait et que s'il y avait des problèmes, de juste faire monter le garçon dans la voiture et de le ramener rapidement à la maison. J'ai figé. Je savais déjà que c'était intentionnel, mais l'entendre de la personne qui était là rendait les choses tellement plus réelles. « Monsieur Durand, seriez-vous prêt à témoigner de cela ?» ai-je demandé. Il a hésité un instant, puis a dit, « Si c'est nécessaire, oui, je le ferai. J'ai de la peine pour le garçon. Un enfant ne devrait pas être ballotté comme ça. » Sa réponse m'a réchauffé le cœur. Au milieu de toute la laideur, il y avait encore quelqu'un qui voyait que le bien-être d'un enfant était plus important que l'agenda d'un adulte. Mais Monsieur Durand n'avait pas terminé. Et à propos de l'autre femme, je la connais aussi. Je l'ai regardée. C'est moi qui ai conduit Monsieur Théo voir Mademoiselle Manon de nombreuses fois, parfois à l'hôpital. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais que c'était une affaire de famille. Mais après ce que je les ai vus vous faire, je ne pense pas que je devrais rester silencieux plus longtemps. Il a sorti un ancien smartphone et m'a montré quelques photos. Il y avait des photos de Théo fumant devant l'appartement de Manon, une photo de ma belle-mère entrant dans la même clinique, et le plus choquant, une photo de mon beau-père parlant à 2 hommes à l'air menaçant sur le parking de la galerie de meubles tard dans la nuit. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. Monsieur Durand a baissé la voix encore plus. « Je ne suis pas sûr, madame, mais j'ai une fois entendu le vieil homme parler d'un prêteur officieux. » Après cela, la maison a commencé à recevoir beaucoup d'appels de recouvrement. J'ai regardé la photo, un sentiment lourd s'installant dans mon ventre. Tout se connectait plus vite que je ne le pensais. La maîtresse, la bataille pour la garde, la pression financière, ce n'étaient pas des problèmes distincts. C'étaient les mouvements désespérés d'une famille au bord de l'effondrement total. Pouvez-vous m'envoyer ces fichiers? Oui, madame. Je les ai déjà sauvegardés. Je l'ai remercié sincèrement et lui ai donné le numéro de mon avocate au cas où il aurait besoin d'être contacté officiellement. Monsieur Durand a promis sa pleine coopération. Avant de partir, il a dit quelque chose qui est resté avec moi longtemps après. Mademoiselle Clarisse, j'ai travaillé pour cette famille longtemps. Je ne vous ai jamais vu faire une seule mauvaise chose à qui que ce soit. Mais ils ont tous juste pensé que vous pourriez endurer éternellement. Peut-être qu'ils ont oublié que lorsque la personne la plus silencieuse cesse enfin d'endurer, elle devient la plus formidable. Je l'ai regardé partir, sentant que je n'étais plus seul dans ce combat.
Cet après-midi-là, j'ai envoyé toutes les nouvelles preuves à Maître Lefebvre. Elle m'a rappelé presque immédiatement. C'est excellent, dit-elle, sa voix sérieuse mais satisfaite. Ce témoin est crucial à la fois pour l'aspect de mise en danger de l'enfant et pour établir un schéma de comportement imprudent. Nous devons l'utiliser. En réponse, leur camp vient de déposer une demande reconventionnelle, alléguant que vous êtes une mère inapte sujette à des accès de colère et que vous aliénez l'enfant de son père et de ses grands-parents. J'ai dû rire de l'audace pure et simple. Les gens qui avaient fait enlever un enfant de l'école sans permission m'accusaient maintenant de le leur retirer. L'audience préliminaire est la semaine prochaine, a dit Maître Lefebvre. Soyez prête, Clarisse. Ils pourraient vous jeter tout ce qu'ils ont. J'ai accepté et j'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai emmené Léo dîner avec mes parents. Leur petite maison confortable était plus chaleureuse que le manoir ne l'avait jamais été. Mon père a montré à Léo les plants de tomates qu'il cultivait dans le jardin. Ma mère continuait de remplir son bol de soupe. Ma sœur s'est assise patiemment à colorier avec lui. En regardant cette scène, j'ai eu une profonde réalisation. Une bonne maison pour un enfant n'a rien à voir avec le prix des meubles ou le code postal. Elle a tout à voir avec le genre de personne dont l'enfant est entouré. Sur le chemin du retour, Léo s'est endormi dans son siège auto. Il a marmonné dans son sommeil, « Maman, ne me laisse plus aller seul chez mamie. » Mon cœur s'est presque brisé. J'ai tendu la main et j'ai tenu sa petite main. « Je te promets, mon chéri. Je te le promets. » Cette nuit-là, j'ai parcouru mes dossiers de preuves une dernière fois, arrangeant tout dans l'ordre chronologique comme un général se préparant à la bataille finale. Je savais que l'audience à venir ne concernait plus seulement la garde. C'était le jour où les masques tomberaient enfin devant tout le monde. Le jour de l'audience préliminaire est arrivé plus vite que prévu. J'étais debout à 5 heures du matin, ayant à peine dormi. J'ai mis un tailleur bleu marine que j'avais mis de côté, mes cheveux tirés en un chignon bas et net. Tout dans mon apparence était conçu pour projeter la stabilité et le calme. Je savais qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas de montrer ma douleur. Il s'agissait de montrer que j'étais assez forte pour être le roc dont mon fils avait besoin. Le tribunal de la famille était rempli de monde, chaque visage marqué par sa propre histoire de lutte. J'ai marché aux côtés de Maître Lefebvre jusqu'à la salle d'attente, ignorant les regards du côté de Théo. Ma belle-mère était vêtue d'une robe de soie conservatrice, son maquillage si parfaitement appliqué qu'elle aurait pu passer pour une matriarche bienveillante. Mon beau-père portait un costume sombre, son expression sombre. Théo avait l'air un peu fatigué, mais il essayait toujours de maintenir un air de confiance. Il m'a approché avant que nous ne soyons appelés. Clarisse, c'est la dernière chance pour nous de régler cela à l'amiable. J'ai répondu sans le regarder directement, votre dernière chance était avant que vous n'emmeniez votre maîtresse pour son échographie. Il a pincé les lèvres et s'est retiré. Lorsque l'audience a commencé, la salle d'audience était plus petite et plus austère que je ne l'avais imaginé. L'atmosphère était lourde. Chaque mot avait du poids. Chaque expression était notée. Ce n'était pas un jeu. Le camp de Théo a commencé. Son avocat a soutenu que la famille paternelle offrait un environnement plus stable avec plusieurs adultes pour s'occuper de l'enfant. Il m'a dépeinte comme une mère obsédée par sa carrière, avec un temps limité, qui aliénait activement son fils de sa famille. En surface, cela semblait plausible. Si je n'avais pas connu la vérité, j'y aurais presque cru. Puis ma belle-mère a pris la barre. Sa voix tremblait juste assez pour paraître compatissante. Elle a parlé de son amour pour son petit-fils, de la façon dont elle s'était occupée de lui depuis qu'il était nourrisson, et de son désir de ne jamais le séparer de sa mère. Elle voulait juste qu'il ait un environnement complet. Clarisse est une femme très capable, a-t-elle dit, mais elle est tellement concentrée sur son travail. Parfois, elle rentre si tard. Je crains qu'il ne reçoive pas la chaleur dont il a besoin. J'ai failli ricaner. Le mot « chaleur » venant d'une femme qui utilisait son petit-fils comme monnaie d'échange était le comble de l'ironie. Quand ce fut le tour de Théo, il a très bien joué le rôle du père affligé. Il a admis qu'il n'avait pas été assez responsable par le passé, mais qu'il était prêt à changer. Il voulait une chance d'être père et était anéanti que son mariage ait échoué. Anéanti, pensais-je. S'il était vraiment anéanti, nous ne serions pas au tribunal. Puis ce fut mon tour. Maître Lefebvre a commencé par des faits simples et indéniables. Qui était le principal pourvoyeur financier de l'enfant ?
Qui l'emmenait à ses rendez-vous médicaux? Qui était le principal contact pour l'école? Dont le nom figurait comme principal tuteur légal, dont les revenus étaient stables, qui avait un dossier constant de soins. Les documents ont répondu à chacune de ces questions plus éloquemment que les mots n'auraient jamais pu le faire. Ensuite, elle est passée au sujet qu'il ne voulait pas aborder, le comportement de Théo. L'infidélité, la grossesse de l'autre femme, l'irresponsabilité financière et l'incident où Léo a été retiré de l'école sans permission. Lorsque la vidéo de ce jour a été diffusée au tribunal, le visage de ma belle-mère a changé instantanément. Théo a commencé à bouger inconfortablement sur son siège. Mais le véritable coup porté à leur dossier est survenu lorsque Maître Lefebvre a appelé Monsieur Durand comme témoin. Il a témoigné honnêtement et directement, sans fioriture. Il a simplement raconté avoir reçu l'ordre de Théo d'emmener l'enfant de l'école sans le consentement de la mère. Il a également confirmé que la famille connaissait l'autre femme depuis longtemps et qu'il avait conduit Théo la voir à plusieurs reprises. Le silence dans la pièce était suffocant. L'avocat de Théo a tenté de le discréditer, suggérant qu'il avait été licencié et qu'il gardait donc rancune. Mais Monsieur Durand a simplement répondu « J'ai peut-être démissionné à cause de salaires impayés, mais tout ce que j'ai dit aujourd'hui est la vérité. » J'ai vu le juge prendre des notes. Son visage était impassible, mais c'était suffisant pour savoir que le témoignage avait fait mouche. Enfin, j'ai été appelé à témoigner. Je me suis tenu là, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu clairement à chaque question. Je n'ai pas prétendu être parfaite. Je n'ai pas pleuré pour la sympathie. J'ai juste dit la vérité. Je n'ai jamais essayé de séparer mon fils de son père. Mais je dois le protéger d'un environnement où il est utilisé comme un outil. Il est vrai que je travaille dur, mais j'ai construit toute ma vie autour de mon fils. Ce que je veux, ce n'est pas une victoire sur mon ex-mari, mais la sécurité et la sûreté pour mon enfant. J'ai fait une pause. Un enfant ne devrait pas être enlevé à son principal gardien simplement parce que l'autre partie a une plus grande maison. Et une mère ne devrait pas être forcée de subvenir financièrement aux besoins de son enfant et de la famille de l'homme qui l'a trompé. Après que j'ai eu fini, le seul son était le doux froissement d'une page sur le banc du juge. L'audience de ce jour n'était pas un verdict final, mais en quittant le tribunal, je sentais que les choses avaient basculé. Théo m'a suivi, son visage un masque de rage. « Tu as fait venir un étranger pour calomnier ma famille. » Je l'ai regardé froidement. Ce n'est pas un étranger. C'est un témoin de la vérité. Il s'est rapproché. Ne pense pas que c'est fini. Je n'ai pas répondu. Je pouvais voir que cet homme n'était pas en colère d'avoir perdu son fils. Il était en colère d'avoir perdu la partie. Mais je n'aurais jamais pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Après l'audience, c'est Manon qui m'enverrait une nouvelle qui transformerait cette dispute familiale en la démolition totale du château de cartes de Théo. Le soir même de l'audience, je suis rentré à mon appartement vers 21h. Léo dormait déjà, ma sœur veillant sur lui. J'étais sur le point de prendre une douche quand j'ai entendu mon téléphone vibrer. Une série de SMS rapides de Manon est apparue sur l'écran. « Clarisse, j'ai besoin de vous voir d'urgence. » Ce n'est pas ce que tout le monde pense. J'ai tellement peur. Je l'ai appelé immédiatement. Sa voix à l'autre bout était un mélange de sanglots et de halètements. « Qu'est-ce que c'est, Manon ? » Je viens de rentrer de l'hôpital, bégaya-t-elle. Le bébé va bien ? Ce n'est pas seulement le bébé, dit-elle, sa voix tremblante. Théo m'a emmené faire d'autres tests. Le médecin a recommandé un dépistage génétique avancé et l'un des résultats c'est un problème. Il est devenu tellement en colère. J'ai froncé les sourcils. Quel genre de problème ? Il y eut un silence, puis elle a laissé échapper les mots qui m'ont figé. Le médecin a dit qu'il y a une forte probabilité que, d'après les groupes sanguins et la chronologie de la conception, cela ne corresponde pas à ce qu'il pensait. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Qu'est-ce que cela signifie ? La voix de Manon s'est complètement brisée. Il suspecte que le bébé n'est peut-être pas le sien. Je me suis effondré sur ma chaise, mes jambes soudainement faibles. C'était au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Et quelle est la vérité ? Ai-je demandé directement. Êtes-vous sûr ? Manon a éclaté en sanglots. Je ne suis pas sûr, Clarisse. Quand j'ai commencé à le voir, j'étais encore en contact avec mon ex pendant une courte période. J'ai rompu avec l'autre gars, mais le timing c'était si proche.
J'allais le dire à Théo, mais il m'a pressé de déménager dans l'appartement si vite que je n'ai jamais eu la chance. J'ai fermé les yeux. C'était un désordre complet. Tout le monde s'était menti, s'était utilisé pour s'en sortir. Et au milieu de tout cela se trouvait un enfant à naître qui allait en subir les conséquences. Où est Théo maintenant, ai-je demandé. Il vient de partir. Avant de partir, il m'a hurlé dessus, m'a dit que je l'avais trompé, lui et toute sa famille. Puis il a appelé sa mère juste devant moi. Il lui a dit que si le bébé n'était pas le sien, il ne paierait plus rien et qu'il s'assurerait que je n'ai aucun avenir dans cette ville. J'ai serré les dents. Quelle que soit la vérité, un homme comme ça recourait toujours à la peur et à l'intimidation avec les femmes d'abord. Écoutez-moi, Manon. Ne soyez pas seul ce soir. Allez chez quelqu'un en qui vous avez confiance ou prenez une chambre d'hôtel si vous le devez. Nous nous verrons demain. Le lendemain matin, nous nous sommes rencontrés au cabinet d'avocat de Maître Lefebvre. Manon a apporté les résultats préliminaires des tests et nous a raconté tout ce qui s'était passé. Le pire n'était pas que Théo suspecte que le bébé n'était pas le sien, mais la réaction de sa famille. Mon ancienne belle-mère avait appelé et agressé verbalement Manon, la traitant de « saleté » et lui ordonnant de quitter l'appartement dans les 3 jours. Théo lui avait envoyé un SMS, « Si tu en parles à qui que ce soit, je dirai à tout le monde que tu es une chercheuse d'or qui a tout planifié. » J'ai lu les messages et je n'ai pu que secouer la tête. L'homme dont l'infidélité avait ruiné sa propre famille croyait toujours qu'il avait le droit de se poser en victime. Maître Lefebvre a tout écouté, puis a dit calmement, « Si cela est vrai, leur camp perd encore plus de crédibilité. » Ils essayaient d'utiliser cette grossesse pour construire un récit de Théo comme un père prêt à fonder une nouvelle famille. Et s'il y a eu des menaces, c'est une autre question juridique. Manon a baissé la tête et a pleuré. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Je l'ai regardé et j'ai dit, je vous crois. Si vous étiez vraiment une chercheuse d'or, vous ne seriez jamais venue me voir en premier lieu. Elle a levé les yeux, choquée, comme si elle ne s'attendait jamais à entendre ces mots de ma part. Mais la vérité était que je n'avais plus d'énergie pour haïr cette femme. Tout ce que je voyais, c'était quelqu'un qui avait fait une erreur et qui était maintenant écrasé par le même homme et le même système qui avait essayé de m'écraser. Cet après-midi-là, la nouvelle a semblé prendre des jambes. D'une manière ou d'une autre, elle a fuité. La sœur de Théo m'a appelé, sa voix tendue. « Clarisse, tu es au courant pour Manon ?» J'ai feint l'ignorance. Au courant de quoi ? Arrête de jouer. Théo perd la tête et mes parents sont en miettes. Et en quoi est-ce mon problème, ai-je répondu froidement. Il y eut une pause de 2 secondes avant que son ton ne change. Écoute, pour tout ce qui s'est passé avant, je m'excuse au nom de ma famille. Mais s'il te plaît, ne nous frappe pas quand nous sommes à terre. Quand ils essayaient de prendre mon fils, de prendre mon argent et de ruiner ma carrière, personne ne semblait se soucier de me frapper quand j'étais à terre. Je n'ai rien fait à votre famille, ai-je dit. Ce qui détruit votre famille, ce sont les mensonges racontés par les gens qui la composent. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ce soir-là, Théo a appelé. Sa voix avait perdu toute sa confiance d'antan, remplacée par un mélange de fureur et de panique. Tu es derrière ça, n'est-ce pas? Derrière quoi? Le fait que ta maîtresse soit peut-être enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Clarisse, a-t-il hurlé. Ne fais pas l'idiote. La seule personne qui a joué avec la vie des gens, c'est toi, pas moi, ai-je dit calmement. Écoute, la situation de Manon est une affaire privée. Si tu l'introduis dans l'affaire de la garde, qui l'a introduite, les jeux interrompus. C'est votre famille qui a fabriqué ce nouveau récit de bébé pour te faire passer pour un père stable. Maintenant que l'histoire a changé, tu n'auras qu'à t'en occuper. La ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai pu entendre sa respiration lourde. Avant de raccrocher, Théo a dit à voix basse, « Tu regretteras de m'avoir poussé dans mes retranchements. » J'ai posé le téléphone et je suis resté immobile. Ce n'était pas la menace d'un homme confiant. C'était la menace d'un homme qui était en train de craquer et qui pourrait faire quelque chose de stupide pour entraîner les autres dans sa chute. Cette nuit-là, j'ai amélioré le système de sécurité de mon appartement, changé mon itinéraire pour déposer et récupérer Léo, et notifier de nouveau l'école qu'en aucun cas la famille de Théo ne devait avoir de contact sans surveillance avec lui. Je savais que plus la vérité éclaterait, moins ils auraient le contrôle d'eux-mêmes. Et j'avais raison. Seulement 2 jours plus tard,
les prêteurs ont frappé à la porte de leur grand manoir pour la première fois. Je n'étais pas là pour le voir, mais une vidéo d'un voisin et un compte rendu détaillé de Monsieur Durand ont brossé un tableau saisissant. Un lundi après-midi, 2 camionnettes noires se sont arrêtées devant la maison de Théo. 3 ou 4 hommes grands sont sortis et se sont tenus au portail. Ils n'étaient pas violents, mais leur présence était clairement menaçante. La femme de ménage a couru à l'intérieur pour chercher mon beau-père, tandis que ma belle-mère, qui était en route pour le salon, les a vus et s'est glissée à l'intérieur, le visage pâle. Un événement comme celui-ci était rare dans leur communauté résidentielle privée et huppée. En 10 minutes, les rideaux se sont levés dans les maisons voisines et les téléphones portables ont été levés pour enregistrer. L'un des hommes a parlé assez fort pour que le gardien de sécurité du quartier l'entende. Si vous ne payez pas aujourd'hui, envoyez quelqu'un pour parler. Ne pensez pas que vous pouvez vous cacher éternellement. J'ai écouté le clip audio et j'ai fermé les yeux. La dignité et le prestige que cette famille avait lutté pour maintenir toute sa vie étaient en train d'être dépouillés devant tout le voisinage, tout cela parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour payer leurs dettes. Théo m'a appelé près de 20 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Lors du dernier appel, il a envoyé un SMS, « Aide-moi une dernière fois, et j'accepterai toutes tes conditions concernant Léo ». Je l'ai lu et j'ai ressenti plus de pitié que de colère. Même acculé, il essayait toujours d'utiliser son fil comme monnaie d'échange. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, ma belle-mère a appelé. Quand j'ai décroché, elle pleurait. « Clarisse, s'il te plaît. Je t'en supplie. Aide-nous juste cette fois. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé avant. » Je me suis tenu à la fenêtre de mon appartement, regardant le trafic en dessous, ne ressentant rien. C'était la même femme qui m'avait dit un jour que je n'étais pas assez bien pour sa famille, qui avait essayé de prendre mon fils, qui m'avait traité comme une banque. Et maintenant, elle suppliait. « Combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, ma voix monocorde. Il y eut une pause alors qu'elle semblait rassembler le courage de dire le chiffre. 11 millions. Juste pour nous aider à passer le cap dès que nous vendrons l'autre propriété, nous vous rembourserons. J'ai ri pour la première fois depuis des mois. Vous dites ça à chaque fois. Je vous promets que cette fois, c'est différent. Les promesses de votre famille n'ont plus aucune valeur pour moi. Son ton est passé de suppliant à amer. Si tu n'aides pas, cette famille sera détruite. Cette famille était déjà détruite, ai-je dit calmement. Elle a été détruite le jour où vous avez tous décidé de couvrir la vérité. Pas parce que j'ai arrêté d'aider. J'ai raccroché, ma main tremblant légèrement. Non pas d'hésitation, mais parce que j'avais enfin atteint le jour où je pouvais dire non à ces gens sans le moindre remords. Ce soir-là, la vidéo des prêteurs devant leur maison a été divulguée à une page de potins de la haute société locale. Bien que les noms aient été caviardés, tout le monde dans leur cercle savait exactement de quelle maison il s'agissait. L'image de la famille riche et parfaite a été brisée instantanément. Les retombées ont été rapides. Certains partenaires commerciaux de Théo ont retardé leurs commandes. Les amis de mon beau-père ont commencé à prendre leur distance. Et la rumeur concernant la maîtresse dont le bébé pourrait même ne pas être celui de Théo a commencé à se propager dans les cercles sociaux comme une traînée de poudre. Je n'avais pas lancé les rumeurs, mais je n'avais aucune intention de les arrêter. Parfois, la vérité a son propre élan. Quand le moment est venu, elle s'infiltrera par chaque fissure. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre SMS de la sœur de Théo, « Papa est à l'hôpital. Sa tension artérielle a monté en flèche. Peux-tu juste suspendre la procédure judiciaire pendant un moment ?» J'ai lu le message, prenant plus de temps que d'habitude. Oui, j'éprouvais de la sympathie pour une personne malade, mais je savais aussi à quel point cette famille était douée pour utiliser la sympathie des autres comme un outil. J'ai répondu par un SMS court et simple, « Je n'ai pas rendu votre père malade. La dette de votre famille l'a fait. » Puis j'ai rangé mon téléphone et je me suis tourné vers Léo, qui construisait un puzzle sur le sol. « Maman, regarde. J'ai fini la maison. » Je suis allé m'asseoir à côté de lui, regardant l'image d'une maison aux couleurs vives dans ses petites mains. Une maison avec des arbres, des fenêtres ouvertes et un ciel bleu. « C'est magnifique, mon chéri, » ai-je dit. Léo a levé les yeux et a souri. « C'est notre maison, n'est-ce pas ?» Ces mots ont fait gonfler mon cœur. Notre maison. Elle n'avait pas besoin d'être grande ou luxueuse. Elle devait juste être un endroit où personne n'avait à avoir peur d'être utilisé ou abandonné.
Alors que la famille de Théo implosait, mon propre petit foyer prenait de plus en plus forme. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Car lorsque certaines personnes n'ont plus rien à perdre, elles font souvent les choses les plus dangereuses. 3 nuits plus tard, Théo se tenait devant mon appartement dans un état que je n'avais jamais vu auparavant. C'était une nuit pluvieuse. Je venais de coucher Léo et je vérifiais mes emails dans le salon lorsque la réception de l'immeuble a appelé. Ils m'ont informé qu'un homme était en bas, me demandant et refusant de partir. J'ai demandé qui c'était. Un monsieur Théo, fut la réponse. Mon cœur a bondi, non pas d'affection, mais d'un profond malaise de le voir apparaître sans prévenir. J'ai demandé à voir les images de la caméra de sécurité. L'image à l'écran était celle de Théo trempé par la pluie, sa chemise froissée, ses cheveux en désordre. Il ne ressemblait en rien à l'homme méticuleusement bien habillé que j'avais connu autrefois. Il avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai dit à la réception de ne pas le laisser monter, mais 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était lui. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Descends et parle-moi, dit-il, sa voix tremblante. Nous n'avons rien à nous dire. Clarisse, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à descendre. Peut-être voulais-je voir de mes propres yeux à quoi ressemblait l'homme arrogant et froid après que tout se soit effondré. Je suis descendu avec un agent de sécurité se tenant à distance discrète. Théo s'est retourné dès qu'il m'a vu. Ses yeux étaient injectés de sang, un mélange de colère, de stress et d'une tristesse lasse qu'il ne pouvait plus cacher. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Il m'a regardé longuement avant de dire lentement « Aide-moi ». Je suis resté immobile. C'était la première fois depuis que je le connaissais que j'entendais une demande de sa part sans une trace d'ego. Mais étrangement, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'avais cru ressentir. Je me suis juste senti vide. « Je t'ai aidé pendant des années », ai-je dit. Il a baissé les yeux, des gouttes de pluie dégoulinant de ses cheveux. Je sais. Je sais que j'avais tort. Tu ne réalises ça que maintenant? Il est resté silencieux. J'ai insisté. Qu'en est-il de ma carrière, de mon fils, de l'autre femme, de la dette? Es-tu désolé pour tout cela, ou es-tu juste désolé parce qu'il n'y a plus personne pour te tirer d'affaire? Ma question a semblé le frapper fort. Il a pâli. Après un long silence, Théo a finalement dit clairement « Je n'en peux plus, Clarisse. La galerie est en cours de contrôle fiscal. Les prêteurs appellent tous les jours. Mon père est malade. Ma mère est un désastre. Et toute cette histoire avec Manon tout s'écroule. Si tu ne m'aides pas, je suis fini. Et pourquoi devrais-je t'aider ?» Il a levé les yeux, ses yeux autrefois arrogants maintenant remplis de désespoir. Parce que nous étions une famille autrefois. J'ai laissé échapper un rire doux et sans humour. La famille que tu as trompée. La famille où tu as essayé d'échanger ton fils contre de l'argent. La famille que tu as dénoncée à mon travail. Il a serré les dents. J'accepterai n'importe quoi. Retire juste la plainte pour la dette et aide-moi à régler les choses avec les prêteurs d'abord. Non, ai-je dit instantanément sans une seconde d'hésitation. Théo a eu l'air stupéfait comme s'il n'attendait jamais un refus aussi direct. Il a fait un pas de plus, mais l'agent de sécurité a bougé avec lui et il s'est arrêté. « Es-tu vraiment si insensible ?» Je l'ai regardé, mon expression indéchiffrable. « Non, j'ai juste cessé d'être une folle. » Cette phrase a semblé le blesser plus que toute insulte. Le vent et la pluie se sont levés. Nous étions sous le même auvent, mais nous étions des mondes différents. Théo a baissé la voix à nouveau. « Alors, au moins, laisse-moi voir mon fils. » Tu peux voir Léo dans le cadre que le tribunal décidera, ai-je déclaré clairement. Et tu le feras dans un état approprié, pas en te présentant au milieu de la nuit comme ça. Il a fermé les yeux comme s'il était enfin vaincu. Puis il a demandé, sa voix si basse qu'elle était presque perdue dans la tempête, « M'as-tu déjà vraiment aimé ?» J'ai fait une pause, ne m'attendant pas à cette question à ce moment-là. Puis j'ai répondu avec les mots les plus honnêtes que j'ai pu trouver, « Oui, je t'ai beaucoup aimé. » Ses lèvres se sont serrées, son regard hésitant. Mais l'homme que j'aimais, ai-je continué, est mort il y a longtemps. Il est mort le jour où il a décidé que ma loyauté n'avait de valeur que comme moyen de financer sa famille. Théo n'a rien dit de plus. Je me suis retourné pour rentrer,
mais je l'ai entendu dire une dernière chose derrière moi, si tout s'effondre, je ne sais pas comment je vais continuer. J'ai hésité une fraction de seconde, puis j'ai répondu sans me retourner, alors tu devras commencer par prendre la responsabilité de tes actes, tout comme j'ai dû le faire tout au long. Cette nuit-là, je suis rentré à mon appartement, mes mains froides, mais mon cœur étrangement paisible comme si une dernière porte s'était fermée. Je n'avais pas gagné. J'avais simplement cessé de le laisser définir ma valeur. 3 jours plus tard, le tribunal a rendu une ordonnance temporaire. Léo devait rester sous ma garde principale. Son père s'est vu accorder des droits de visite sous des conditions spécifiques et il lui était interdit de le retirer de l'école sans mon consentement écrit. Lorsque j'ai lu l'ordonnance, j'ai pleuré silencieusement, non seulement de joie, mais du soulagement que mon fils soit enfin vraiment en sécurité. Mais l'histoire de la famille de Théo n'était pas encore terminée. Une semaine seulement après l'ordonnance du tribunal, l'administration fiscale a lancé un audit formel de sa galerie de meubles. Et cette fois, je n'étais pas là pour le protéger de quoi que ce soit. La nouvelle du contrôle fiscal est arrivée plus vite que prévu. Le mercredi matin, alors que je préparais le sac à dos de Léo pour l'école, Maître Lefebvre a appelé pour m'informer que des agents fédéraux étaient sur place à la galerie de meubles, examinant tous les registres comptables. Ils enquêtaient sur des déclarations de dépenses suspectes et des incohérences de documents, des problèmes qui avaient été partiellement signalés par le cabinet d'expertise comptable externe essayant de se protéger. Je suis resté immobile près du meuble à chaussures, écoutant mon avocate expliquer le potentiel de poursuite pour fraude fiscale, d'arriérés d'impôts et l'impact que cela aurait sur l'affaire civile de la dette. Le système fonctionnait désormais de lui-même. Je n'avais plus à pousser. Théo a appelé plusieurs fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu. Mon beau-père a appelé. Ma belle-mère a appelé. Même la sœur de Théo a envoyé un long message suppliant. Je les ai tous ignorés, non par cruauté, mais parce que je savais qu'ils ne me contactaient pas pour des excuses sincères. Ils cherchaient simplement quelqu'un pour aider à étayer les ruines de leur maison qui s'effondraient. Cet après-midi-là, j'ai reçu une autre mise à jour de Manon. Elle avait quitté l'appartement que Théo lui avait loué et était retournée chez sa tante dans une autre région pour se reposer et attendre l'arrivée du bébé. Elle a envoyé un court message, « Merci, Clarisse, de ne pas m'avoir abandonné ce jour-là, même après ce que je vous ai fait. » Je l'ai lu et j'ai répondu simplement, « Prenez soin de vous et de votre enfant. » La colère que je ressentais autrefois pour elle était partie depuis longtemps, remplacée par la conviction qu'aucune femme ne devrait être écrasée par un homme comme ça ou un système familial bâti sur l'exploitation. 2 semaines plus tard, le jugement final sur la garde est tombé. J'ai obtenu la garde légale et physique exclusive de Léo. Théo s'est vu accorder des droits de visite selon un calendrier précis et il lui a été interdit de le retirer de l'école sans mon consentement écrit. Lorsque j'ai lu l'ordonnance, j'ai pleuré silencieusement, non seulement de joie, mais du soulagement que mon fils soit enfin vraiment en sécurité. En quittant le palais de justice ce jour-là, ma belle-mère était assise, immobile, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Elle ne m'a pas regardé. Théo se tenait dans un coin, son expression un étrange mélange de soulagement et de dévastation. Il ne m'a pas approché. La procédure pour la dette a continué et s'est finalement soldée par un accord, sous la pression de la montagne de preuves claires. La famille de Théo a été forcée de liquider des actifs pour payer ses dettes, leur maison de vacances, l'une des voitures de luxe et un portefeuille d'actions que mon beau-père détenait depuis des années. Quelques mois plus tard, une pancarte, à vendre, est apparue devant le grand manoir. Un jour, il m'est arrivé de passer en voiture dans l'ancien quartier et j'ai vu la pancarte. Je me suis arrêté et je l'ai regardé longtemps. Dans cette maison, j'avais tellement essayé de m'intégrer, d'être patiente, de leur plaire, de croire que si je donnais suffisamment un jour, ils verraient ma valeur. Au final, il ne s'agissait jamais de combien je donnais. Il s'agissait du fait qu'ils n'étaient jamais capables de valoriser personne d'autre qu'eux-mêmes. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a lentement trouvé son nouveau rythme. J'ai emménagé dans une petite maison de ville près de l'école de Léo. Elle avait un petit jardin où il pouvait planter des choses, faire du vélo et courir. Mes parents me rendaient souvent visite. Ma sœur était toujours là pour m'aider quand j'étais coincé au travail. Et j'ai recommencé à rire, un vrai rire, sans le forcer. Théo voyait Léo, parfois selon un calendrier, parfois non. Il était en retard ou demandait à reporter. Mais Léo a commencé à comprendre les nouvelles limites de sa vie. Il ne demandait plus son père aussi souvent qu'avant. Les enfants s'adaptent à la réalité beaucoup plus vite que nous ne le pensons,
tant que cette réalité est stable et douce. Un jour, alors que nous arrosions les plantes de notre jardin, Léo m'a demandé, « Maman, pourquoi ne vivons-nous plus dans la grande maison ?» J'ai regardé mon fils, qui à 6 ans et demi était un peu plus grand, un peu plus sage, mais ses yeux étaient toujours aussi innocents. Parce qu'une grande maison ne signifie pas toujours que c'est un foyer heureux, mon chéri. Léo y a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. Oh, alors notre maison est plus petite, mais il y a toi et papy et mamie et tati. C'est mieux, n'est-ce pas? J'ai souri à travers un voile de larmes. Oui, mon chéri, c'est tellement mieux. Il a ri et a couru vérifier son plan de tomates. Je suis resté là à le regarder, rempli d'un sentiment que je n'avais jamais eu auparavant. Ce n'était pas un triomphe ou une vengeance. C'était la paix. La paix de quelqu'un qui avait traversé le feu et non seulement survécu, mais avait réussi à se mettre en sécurité, elle et son enfant. Mais il restait un dernier chapitre, un chapitre que je n'aurais jamais cru voir. Le jour où mon ancienne belle-mère est venue chez moi, non pas pour crier, non pas pour menacer, mais pour s'agenouiller et supplier. C'était un dimanche après-midi caniculaire. J'aidais Léo avec un petit projet scientifique à notre table à manger quand la sonnette a retenti. Quand j'ai vérifié la caméra de sécurité, j'ai figé. Devant mon portail se tenait mon ancienne belle-mère. Elle était seule. Pas de chauffeur, pas de voiture européenne, pas de tenue de créateur impeccable. Elle portait une simple robe délavée. Son visage était hagard comme si elle n'avait pas dormi depuis des nuits et avait enduré plus qu'elle ne pourrait jamais l'admettre. J'ai dit à Léo de rester dans le salon et je suis allé au portail. Puis-je vous aider? Elle m'a regardé, ses yeux autrefois glaciaux maintenant rouges et à vif. Pouvons-nous parler? J'ai hésité, mais j'ai ouvert le portail et j'ai fait un geste vers un petit banc dans notre jardin. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle s'est assise lentement, regardant autour d'elle comme si elle voyait vraiment ma nouvelle vie pour la première fois. La maison était beaucoup plus petite, mais il y avait des jouets dans le jardin, une petite paire de chaussures près de la porte et des fleurs en pleine floraison. Il y avait plus de « chez soi » que le manoir n'en avait jamais eu. Après un long silence, elle a parlé. La maison est jolie. Je n'ai pas répondu. Elle a pris une profonde inspiration. Je suis venu vous demander votre aide. Si j'avais entendu ces mots il y a un an, j'aurais été choqué. Maintenant, je me suis juste assise et j'ai écouté. Théo, il est dans une très mauvaise passe, dit-elle lentement. Après le contrôle fiscal, il a commencé à boire beaucoup. Il ne rentre presque plus à la maison. Nous avons vendu l'ancienne maison. Nous louons maintenant un petit appartement. La santé de son père ne s'est pas améliorée. Je l'ai regardé, ne disant rien. Sa voix a commencé à trembler. Je veux que vous lui parliez. Il n'écoute personne. Mais il parle encore de vous. Il parle encore de Léo. Je pouvais à peine en croire mes oreilles. Cette femme me demandait d'aller sauver son fils après que son fils ait essayé de détruire ma vie de toutes les manières possibles. Vous vous êtes trompé de personne, ai-je dit d'un ton plat. Elle a parlé rapidement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais vous étiez autrefois, il était autrefois important pour vous. J'ai interrompu, c'est fini. Les lèvres de ma belle-mère se sont serrées. Puis, soudain, elle s'est levée du banc, a trébuché en avant et est tombée à genoux devant moi. J'ai reculé, non pas par pitié, mais sous le choc que la personne la plus fière que j'ai jamais connue puisse en arriver là. Je vous en supplie, dit-elle à travers ses larmes. S'il vous plaît, aidez mon fils. Je l'ai regardé longuement. La femme qui m'avait dit que je n'étais pas assez bien, qui avait essayé de prendre mon enfant, qui m'avait vu comme rien de plus qu'une source d'argent, était maintenant à genoux sur ma pelouse. Dans un film, ce serait le moment où l'héroïne se sentirait victorieuse. Mais en réalité, je ne ressentais rien de tel. Je sentais seulement que tout était enfin arrivé à sa fin. Je me suis levé et j'ai parlé lentement et clairement. Il y a eu un jour où je me suis agenouillé et j'ai supplié votre famille d'arrêter de me faire du mal. Le jour où j'ai découvert que Théo me trompait. Le jour où je vous ai supplié de ne pas me prendre mon fils. Le jour où je vous ai imploré d'arrêter de m'utiliser pour de l'argent. Mais personne n'a écouté. Des larmes coulaient sur son visage. J'avais tort. Oui, vous aviez tort. Mais pour certaines erreurs, des excuses ne vous donnent pas le droit de revenir en arrière.
Je me suis accroupi légèrement pour que nous soyons au niveau des yeux. Je n'empêcherai pas Théo d'être un père pour Léo. S'il agit de manière appropriée, il a le droit de voir son fils conformément à la loi. Mais je ne recommencerai pas à soutenir sa vie. Et je ne me ramènerai pas, ni mon enfant, dans les décombres de votre famille. Elle a sangloté doucement, ne discutant plus. J'ai prononcé mes derniers mots aussi doucement que possible, peut-être que ce dont Théo a besoin, ce n'est pas d'un sauveur. Peut-être que ce dont il a besoin, c'est de finalement faire face aux conséquences de ses propres actions. Après cela, ma belle-mère s'est lentement levée. Elle semblait tellement plus âgée. Avant de s'éloigner, elle s'est retournée et a dit, sa voix étranglée par les larmes, « J'ai toujours pensé que je gagnais parce que je gardais mon fils de mon côté. Mais au final, je l'ai juste élevé pour qu'il soit brisé. » Je n'ai rien dit parce que cette phrase était la confession la plus honnête qu'une mère puisse faire. Lorsque le portail s'est refermé, je suis resté là jusqu'à ce que Léo me rejoigne en courant. « Maman, qui était cette dame ?» Je me suis agenouillé et je l'ai pris dans mes bras. « Une vieille connaissance, mon chéri. » Léo a hoché la tête, puis a posé sa tête sur mon épaule et a posé une simple question qui était la réponse à tout. « Maman, allons-nous rester ensemble comme ça pour toujours ?» Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai répondu sans hésitation, « Oui, mon chéri. Nous allons rester ensemble dans un endroit où personne ne fera plus jamais pleurer maman. » Léo a ri. « Alors je vais faire pousser assez de tomates pour remplir tout le jardin. » J'ai ri à travers mes larmes et je l'ai porté dans notre petite maison. Une maison non construite avec l'argent des autres, non bâtie sur les apparences ou les mensonges, mais construite sur la force d'une mère qui était prête à souffrir, à se battre et à lâcher tout ce qu'elle croyait autrefois nécessaire afin de ne conserver que la seule chose qui comptait vraiment. Les gens me demandent si je regrette le divorce, si je regrette de ne pas avoir aidé mon ancienne famille quand ils sont tombés. Ma réponse est non. Parce que le jour où j'ai dit, quiconque veut élever l'enfant peut le payer lui-même, ce n'était pas la déclaration d'une femme sans cœur. C'était la déclaration d'une femme qui avait enfin compris que la maternité n'est pas un sacrifice incessant et ingrat et que le véritable amour n'exige jamais la destruction de soi.